Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de la BuyQ BX. Vous l'avez peut-être sans doute découverte via la campagne de financement Kickstarter, la BX est la dernière machine de BuyQ à date. Donc c'est toujours une machine FDM avec une bobine de filament, sauf qu'elle regroupe tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Bigtree en termes d'électronique et de mécanique. C'est sans doute aujourd'hui l'une des machines grand public de moyenne gamme les plus intéressantes du marché en termes de technologie et en termes de prestations. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que c'est 3D Electroshop qui m'a fourni cet exemplaire pour mener des tests. La boutique et notamment Manu a déjà réalisé une vidéo qui présente l'unboxing et le montage de la machine. Il y a plus d'1 heure de vidéo, c'est vraiment très complet. Il y a même les premiers réglages et des bases d'entretien. Donc je vous invite à aller la voir si vraiment vous êtes intéressé par la machine et que vous vous posez des questions sur son installation. Pour ma part, du coup, comme la vidéo de Manu est assez bien faite, je vais pas revenir vraiment là-dessus. Je vais juste aborder rapidement le montage. C'est une imprimante qui arrive en kit à peu près à 80% déjà pré-monté. Donc on a uniquement l'écran, la tête et le portique à assembler soi-même. Tout est fourni, la visserie et même les outils pour assembler tout ça. Donc quand on a l'habitude, c'est une procédure qui prend moins de 20 minutes. Et surtout, ça permet aussi déjà de faire des premiers réglages, notamment au niveau de l'équerrage et de l'entretien déjà des roulements. Donc on va passer en revue les caractéristiques techniques de la machine. Bon, déjà on peut dire que c'est une machine qui est relativement compacte. Relativement, on va revenir dessus. Le volume d'impression est 250 par 250 par 250 mm. Donc on se rapproche de ce que propose une Ender en un tout petit peu plus grand. Et c'est une petite évolution de volume par rapport également à la BuyQ B1 qu'on a juste à côté. Donc concrètement, ce volume c'est plutôt bien adapté, ça permet d'avoir des enveloppes assez contenues, c'est une machine qui prend pas énormément de place, mais là encore on va revenir là-dessus, et ça permet de répondre à une grande majorité des projets en fait, puisque la plupart des pièces de toute façon sont déjà découpées. Donc c'est vraiment un format un peu à la fois bâtard, mais aussi un bon compromis. Pour ce qui est de la structure, tout est en aluminium. On remarque sur les gros plans que les montants ont un effet carbone. Bon, ils sont pas allés mettre vraiment du carbone, c'est simplement un transfert à l'eau. Moi, je trouve ça sympa. On aime, on n'aime pas. Bon, c'est pas ça qui fait qu'on va acheter la machine de toute façon. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que la structure donne vraiment une bonne impression. Ça donne vraiment une impression de robustesse. Tout est vraiment bien fini, c'est vraiment top. Franchement, il y a vraiment rien à redire sur la conception, sur la réalisation. Ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide entre les mains. Pour la conception, on a des éléments plutôt classiques, mais aussi des originalités. Par exemple, le chariot du lit d'impression est installé sur 2 profilés 20-20 qui sont espacés de 10 cm. Sur une Ender, on est plutôt sur un seul rail de 20 par 40, et en fait on perd en stabilité. Là, le fait que ce soit bien espacé, ça offre une bonne stabilité à l'ensemble du lit chauffant. Pour l'axe X, on est sur un simple profilé en 20-20, c'est largement suffisant, et c'est là qu'on arrive à la première originalité, c'est l'installation d'une tête en direct drive, c'est le fameux extrudeur H2 de Bigtree. Donc c'est une hot-end custom qui ressemble à une toute petite V6 qui est intégrée directement dans un bloc au format très réduit, avec un EMA 14 et un extrudeur à double entraînement. L'avantage de ce système, c'est qu'il est vraiment très compact et très léger. Dans le bloc, on retrouve la tête, son système de ventilation, le moteur, l'extrudeur et la ventilation pour la pièce. À titre de comparaison, c'est bien plus compact qu'un système Emera, sachant que le Emera est déjà plus gros alors qu'il n'a pas les systèmes de ventilation. Tout est fixé sur une platine qui là aussi est custom avec une carte fille et la connectique se fait en HDMI. Pourquoi le HDMI? Tout simplement parce que ça permet d'avoir une prise unique. BuyQ avait eu des critiques par rapport à la B1 qui faisait appel à un USB-C. Notamment parce que les fiches étaient vraiment très rapprochées et qu'il y avait un problème au niveau de la tension maximale qu'on pouvait appliquer sur chaque fiche. Certains utilisateurs ont eu des courts-circuits et c'était vraiment pas idéal. Sur le HDMI, la section de câblage est beaucoup plus importante, les fiches sont bien plus grosses et plus espacées, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau. Le problème qui s'est présenté avec les B1 également au niveau de l'USB-C, c'est qu'il fallait un câble spécifique, tous les câbles n'étaient pas compatibles. Donc là, le recours à un HDMI plus traditionnel est intéressant. On remarque que par rapport à la version anticipée qui avait été présentée sur le Kickstarter et les premières versions qui ont été envoyées aux influenceurs, le HDMI a été légèrement modifié, il se livre maintenant un HDMI coudé. Ce qui est beaucoup plus logique en fait, ça permet d'éviter l'arrachement et puis on gagne aussi en hauteur. Ce qui se passait, c'est que le HDMI, en fait, une fois arrivé sur la hauteur de la machine, la prise faisait que ça venait taper dans la bobine. Bon, c'était pas idéal, et puis ça pouvait entraîner quelques problèmes. On repère également qu'il y a des tendeurs de courroie sur le X et le Y.
Donc pareil, tout ça c'est en aluminium, c'est de très bonne qualité, ça fonctionne très bien. À l'arrière, sur l'axe Z, on retrouve deux moteurs qui sont indépendants mais qui vont pouvoir se synchroniser. Et là aussi, par rapport, on va en parler au branchement sur la carte mère, en faisant une toute petite modification, on peut accéder à des fonctionnalités particulièrement intéressantes qui permettent d'équilibrer et de synchroniser les deux axes Z. Autre originalité, l'écran. Donc c'est un écran couleur de 7 pouces qui propose son propre firmware, qui permet d'accéder à l'interface de Marlin traditionnelle et qui permet aussi d'accéder à son interface tactile. On connaît bien chez Bricktech et qui était déjà sur la B1, qui s'installe de plus en plus sur beaucoup de machines parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement, dans le sens où on a accès vraiment à tous les réglages qu'on pourrait avoir sur une configuration Marlin. Si je prends le contre-exemple avec Reality, on a des écrans tactiles depuis la CR10S Pro. Maintenant, on peut juste naviguer dans les menus pour aller sélectionner ses fichiers, lancer une préchauffe, lancer une impression, et c'est tout. Là, on va pouvoir faire des modifications au niveau des steps. On va pouvoir appliquer des tensions différentes sur les drivers. On va pouvoir visualiser et puis mieux faire son leveling en fonction des sondes qu'on peut avoir. Et pour aller encore plus loin, on a même un terminal qui permet d'envoyer des G-codes de façon manuelle. Donc vraiment, on peut absolument tout faire avec cette configuration. C'est vraiment pas le cas de toutes les autres machines avec des écrans tactiles. Vous dites pas que c'est parce que vous avez un écran tactile que vous avez accès à beaucoup d'options. Généralement, c'est même le contraire. Ici, vraiment, on a tout et c'est ça qui est intéressant. L'autre point intéressant et pourquoi cet écran fait 7 pouces, c'est qu'à l'arrière, on a une connectique qui permet de brancher directement une carte de nano-ordinateur Raspberry Pi. Donc, ceux qui veulent connecter un Raspberry Pi derrière pourront avoir accès à une interface Octoprint. Bon, c'est pas aussi poussé que ce qu'on peut avoir sur un PC, mais ça peut dépanner. Personnellement, moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce type de logiciel sur la machine. C'est intéressant de l'avoir sur un PC, après sur la machine, il y a déjà beaucoup moins d'intérêt. L'intérêt principal, c'est de faire du contrôle à distance et puis de surveiller, d'y brancher une caméra, de faire de la surveillance à distance. Donc finalement, la base Octoprint, on l'utilise vraiment quand on est en mobilité ou quand on est dans son salon et qu'on a l'imprimante dans son garage ou dans une autre pièce. Après, ça peut intéresser, il y a des modules qui sont intéressants, ça peut intéresser du monde. Donc c'est une option qui est là, on en profite pas, c'est comme on veut. Également sur la tête H2, on a un capteur inductif qui permet de faire du leveling automatique. Certains vont préférer un BL Touch, certains préfèrent ce type de sonde. Je dois dire qu'après quelques réglages, la précision du capteur qui est livré avec est vraiment phénoménale. J'en viens même à changer un petit peu mes positions. Jusqu'ici, j'aimais pas trop ce genre de capteur sonde, notamment parce que je pense que dans la conscience de beaucoup de gens, le BL Touch c'est plus visuel. Du moment où il s'active, on sait que ça fonctionne. Un capteur comme ça, on voit pas quand est-ce qu'il est activé, donc on peut toujours avoir des doutes. Le fait est que, sur la durée, ce type de sonde est particulièrement stable, et j'ai jamais vraiment eu à refaire un réglage de l'offset, ni même à jouer avec le baby stepping pour corriger le leveling. Pour ce qui est du cœur de la machine, c'est une SKR SE-BX V2.0. Donc c'est un équivalent de la SKR 2.0 adapté plus spécifiquement pour la BX. Je ne saurais pas actuellement vous dire quelle modification il y a entre les deux cartes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une carte 32 bits, que là encore, c'est pas loin de ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement, en tout cas pour le grand public, et dans des prix relativement abordables. Elle gère jusqu'à 5 drivers. Ceux qui sont en place, ce sont des TMC 22-26, qui sont configurés en UART et qui, en plus, si on revient à la structure, sont configurés en mode sensorless. Donc il n'y a pas de capteur de fin de course sur la machine. Ce sont les drivers qui gèrent la fin de course, c'est-à-dire que le chariot et la tête vont venir embuter sur des éléments, et c'est lorsque le driver va repérer une résistance au niveau des moteurs qui va détecter en fait la fin de course. Donc c'est quelque chose un peu à double tranchant. De base, quand j'ai eu la machine, c'était très bien configuré. Si ça l'est pas, ça peut faire peur parce qu'on a la machine qui bourrine un petit peu sur les axes. L'avantage, c'est que comme tout est configuré en UART, on va pouvoir venir affiner les réglages directement dans les menus de l'imprimante. On va pas avoir à reflasher quoi que ce soit. Ça a un avantage par rapport à un contacteur à lamelles qui s'abîme relativement vite. Il y a une autre chose assez intéressante sur la machine qui a été vraiment bien pensée, c'est l'accès, comme vous pouvez le voir, à la partie électronique. Il suffit d'enlever les 4 vis qu'on a sur le capot et on y accède par le dessus. Alors, on peut bricoler directement la machine. Bon, je vais pas vous mentir, il y a très peu de place. Seulement, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez besoin du schéma technique, et ben en fait, Bricktech l'a simplement gravé au dos du capot. Donc, c'est quelque chose de vraiment très bête, mais c'est très intelligent. Voilà, c'est
Il y a beaucoup de constructeurs qui feraient bien d'y penser. Pour ce qui est des connectiques, alors là aussi c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'écran parce qu'il permet d'accéder à son propre jeu de connectique. Donc pour l'impression, on peut éventuellement, si on en a envie, mais c'est complètement déconseillé, brancher la machine à un PC en USB et imprimer depuis son PC, depuis son slicer. Bon, voilà. Il existe des modules Wi-Fi qu'on peut installer sur l'écran qui permettent également de lancer des fichiers en Wi-Fi vers la machine, de les stocker sur une carte SD ou sur la clé USB qui serait éventuellement branchée sur la machine, et même de lancer des impressions avec notamment un plugin sur Cura, qui fonctionne pas forcément avec les autres slicers. Sur la machine en elle-même, on a un lecteur micro SD qui permet donc de lancer des impressions, et sur l'écran, on retrouve ici un lecteur USB, donc pour mettre une clé USB, ou un lecteur de carte SD, grand format, qui permet également de lancer des prints. De toute façon, quand on va dans la section imprimée, on a accès à la carte de l'écran, l'USB de l'écran et la carte de la machine. Un petit plus sympa également, on a une LED blanche au niveau de la tête qui permet d'éclairer le print. Bon, en réalité, elle est un petit peu décalée, donc c'est pas toujours utile. Ceci dit, encore une fois, le fait que le H2 soit assez compact et que la ventilation, le fang, soit à l'arrière, on a quand même une très bonne vue sur la buse, donc pour vérifier le bon déroulement des premières couches, c'est plutôt agréable. On a également un LED strip dans le portique, juste ici, avec un espèce de code couleur. Donc c'est-à-dire que tant qu'on va faire chauffer la machine, la couleur va changer progressivement. Les couleurs vont de droite à gauche. Et lorsque la chauffe est terminée, on arrive sur une couleur quelque chose comme violet, il me semble, ou bleu. Et quand le print est terminé, ça se met en vert. Un autre point qui revient souvent sur les imprimantes 3D, c'est le bruit. Alors déjà au niveau moteur, zéro bruit. On a un 22-26, Steel Shop activé, donc il n'y a absolument pas de bruit. Là, la machine est allumée, donc c'est-à-dire elle n'est pas en chauffe, rien du tout, mais elle est allumée. Il y a zéro ventilateur en route. Le ventilateur de la lime est branché sur un capteur, il se déclenche qu'à partir du moment où il le faut, où la lime commence à chauffer. Les ventilateurs en eux-mêmes, celui qui refroidit le hot-end ici, on l'entend pas, il est complètement silencieux. Bon là il fonctionne pas, puisqu'il croit qu'il attend que la tête atteigne 50 ou 70 degrés pour se mettre en route. Et même une fois en route, on ne l'entend pas. La ventilation, c'est pareil, c'est un ventilateur qu'on n'entend pas non plus. En tout cas, comparé à d'autres ventilateurs, d'autres machines. C'est une des machines les plus silencieuses que j'ai pu tester aujourd'hui. Le seul bruit peut être gênant, alors qui dépend également de chaque machine, de chaque BX. Tout le monde n'a pas le souci. C'est un espèce de petit claquement de l'extrudeur lors des rétractions. Alors, chose importante sur cette machine, que BuyQ n'a pas forcément énormément mis en valeur, c'est le fait que tout soit équipé en moteur avec des pas de 0,9 degrés. Pour information, sur quasiment toutes les machines du marché, en tout cas les grands publics, les modèles chinois, on est sur des moteurs avec des pas de 1,8 degrés, donc 2 fois plus. Donc là, on est, en théorie, 2 fois plus précis. Donc pour tout ce qui est courbe, on va pouvoir avoir normalement des détails bien plus élevés, puisqu'il y a plus de pas, donc il y a plus de possibilités d'avoir des belles courbes. Dans les faits, à savoir si ça peut se constater, ça reste assez difficile parce que déjà avec des moteurs, avec des pas de 1,8 degrés, on est déjà sur quelque chose d'assez sympa, d'assez précis. Je pense que c'est pareil au niveau de Marlin, c'est peut-être encore pas totalement exploité. Dans les slicers aussi, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. En tout cas, c'est toujours bon à avoir. Donc sur le lit chauffant, on a la surface métallique et magnétique de BuyQ, qu'on avait déjà sur la B1. Très franchement, ça fait le job. Je trouve que le magnétisme sur ce plateau est un peu plus fort que sur la B1. C'est-à-dire que même sur les angles, ça tient un peu mieux. Après, c'est peut-être juste comme ça une impression. En tout cas, je trouve que voilà, l'accroche, tant au niveau du magnétisme que de l'accroche des pièces, est un peu au-dessus de ce qui se fait sur la B1. Sinon, sur le principe, c'est la même chose. Bon, au global, sur l'utilisation, c'est comme pour une B1. Il y a quelques petits ajustements à faire par rapport au capteur inductif qui nécessitent d'être un petit peu préchauffé avant de prendre les mesures. Mais heureusement, il y a déjà des firmware custom, notamment celui de Luke Harrison, qui est installé sur cette machine, qui permettent de prendre en compte ça. Donc à chaque print, en fait, on va refaire une chauffe, on va refaire une trame de 25 points, sachant que les vitesses de déplacement ont été un petit peu augmentées, ça a été un peu dopé pour que ça se passe beaucoup plus vite, et ça permet d'avoir des prints toujours réussis. La vitesse de chauffe est assez fulgurante, on atteint 200 degrés en quelques secondes au niveau de la tête. Le plateau pareil, pour l'instant j'ai imprimé jusqu'au PETG sur cette machine, donc je suis monté jusqu'à 70 degrés.
on n'a pas vraiment le temps d'attendre en fait, les deux montent simultanément, donc c'est qu'il y a de la réserve aussi de puissance au niveau de l'alimentation, la chose se fait pas séparément, donc c'est plutôt agréable. Bon, pour ce qui est de la qualité des impressions, j'ai fait quelques impressions avec la machine, principalement de la très petite pièce. Je voulais voir vraiment ce que ça pouvait donner sur des pièces plutôt précises. Donc j'avais des tuiles à imprimer en 3D pour un jeu de société, Terraforming Mars, donc avec une superposition de couleurs. Et vraiment j'étais bluffé puisque techniquement ce sont des tuiles qu'on imprime avec des bus de 0,2. Moi j'ai pris le parti de les faire avec la bus qui était installée d'origine dessus, donc une 0,4. Du coup les résultats en impression sont excellents, c'est allé vraiment au-delà de mes attentes, surtout quand j'ai vu que le créateur des fichiers préconisait de mettre une bus de 0,2. Après, comme pour toutes mes reviews, j'ai pas trop envie de m'attarder sur la qualité d'impression, parce que de toute façon, tout le monde va avoir des résultats différents en fonction des réglages de votre slicer, en fonction de votre pièce, de l'orientation de votre pièce, de ce que vous voulez en faire, de votre matériau. C'est quelque chose de très subjectif et on peut évoluer en bien comme en mal. J'ai très peu adapté mes profils pour cette machine et j'ai d'excellents résultats. Bon, la qualité d'impression, ça reste assez subjectif et c'est vraiment sujet à des aléas infinis et variés. Donc je préfère parler de potentiel de la machine plutôt que de résultats purs et durs en vous montrant des pièces qui au final seront pas forcément parlantes ni pour vous. C'est peut-être pas forcément des pièces que vous allez imprimer, que vous chercherez à imprimer, et puis vous aurez peut-être pas le même résultat, puisqu'on n'utilisera pas les mêmes réglages. Ce que je peux dire, c'est que je suis satisfait de ce qu'elle produit actuellement, mais il y a un axe de progression qui se situe au niveau de la ventilation de la pièce. Actuellement, je vous l'ai dit, le fang vient de l'arrière, donc en fait la ventilation de la pièce qu'on imprime est située à l'arrière, donc côté plateau, ça vient comme ça. Donc si vous avez beaucoup de porte-à-faux sur votre pièce, ce qui est intéressant de faire, c'est d'orienter le porte-à-faux vers l'arrière de la machine. Vous aurez un meilleur résultat. En l'état, c'est pas mal, mais ça mériterait d'avoir un refroidissement, peut-être à 360 degrés, ou au moins un à l'arrière, un à l'avant. Et puis, de toute façon, c'est comme toutes les machines, on s'adapte en fonction de ça. Il y a un autre point, et je l'ai laissé entendre depuis le début de la vidéo, qui me perturbait un petit peu sur cette machine, c'est justement l'écran 7 pouces. Alors, celui-ci, je le connais, je l'avais déjà sur la B1, je l'ai déjà sur d'autres machines. Je sais que l'interface, la double interface, est vraiment géniale. Ce qui me posait problème, c'est au niveau des dimensions de la machine. C'est déjà quelque chose qui me dérangeait sur la Ender, sur la Giant Arm A10, c'est d'avoir un écran sur le côté qui déborde énormément de la structure de la machine et qui fait que si on a besoin vraiment de place, comme moi j'ai mes machines en rack, on est limité en place, en largeur, eh bien, c'est une surface qui s'ajoute à la machine alors qu'on n'en a pas un besoin vraiment ultime. Avoir un écran de 7 pouces, c'est vraiment du luxe sur ce type de machine. Ici, on a une machine aux dimensions assez modestes, et quand on regarde l'écran, il fait quasiment la moitié de la machine en plus. Bon. Donc moi je me suis dit par rapport à des contraintes d'espace, c'est pas forcément une machine facile à intégrer non plus. Ajouter la clé USB, si vous avez une grande clé USB et la carte SD, et oui, on est dans les 20 cm. Bon. L'écran aujourd'hui n'en fait pas plus que l'écran de la B1, si on met de côté la possibilité de brancher le Raspberry Pi dessus. Donc finalement, quel est l'intérêt de cet écran? Alors certains vont dire c'est un argument marketing, ce sera pas totalement faux. Donc au départ, quand on m'a proposé la machine, je me suis dit ok, je veux la tester, mais c'est pas forcément une machine qui m'intéresse à garder, à conserver en tout cas, parce que l'écran est encombrant. Alors depuis à l'usage, je suis un petit peu revenu sur cet avis, dans le sens où quand on veut manipuler rapidement l'imprimante, avoir un gros écran avec des icônes bien visibles, c'est quand même plus agréable. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde n'est pas pressé, voilà. Moi je sais que quand je veux lancer une impression, faut que ça aille vite, j'ai pas envie de perdre mon temps sur un écran, à chercher des icônes, à me rapprocher, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toutes mes imprimantes quasiment sur Octoprint, comme ça je fais tout depuis l'écran de mon PC, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus confortable, et j'ai pas à manipuler, aller dans les menus et tout ça. Là, le fait que ce soit suffisamment gros et assez visible et lisible, je ressens pas forcément l'intérêt d'installer un Octoprint sur cette machine. C'est-à-dire que comme c'est facile de manipulation grâce à la taille de l'écran, ça me dérange pas de faire l'effort d'aller pianoter sur l'écran pour lancer une impression. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération si vous avez peu d'espace pour installer une machine, que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou ainsi de suite, c'est que l'écran immanquablement prend de la place.
Voilà, donc très honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à reprocher à la machine. C'est vraiment une jolie machine. Esthétiquement, je la trouve réussie. C'est pas le premier critère qui me fait acheter des imprimantes, mais soit. Pour certains, ça joue. Au niveau des performances, de la possibilité d'évoluer, du matériel qui est employé, des technologies, des options, je pense que c'est l'une des meilleures machines actuellement sur le marché dans sa gamme de prix. Je pense qu'avec cette machine, BuyQ a fait vraiment un bond en avant assez sérieux, et surtout ils ont fait les bons choix et ils ont bien écouté la communauté. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence avec d'autres marques, c'est qu'au final on aboutit à quelque chose qui est vraiment utile et qui intéresse vraiment les gens. Le coût de la campagne Kickstarter, des problèmes de livraison, tout ça, je vais essayer de pas trop en parler. N'empêche que ça a permis de faire évoluer un petit peu le modèle au fil de la campagne, et qu'aujourd'hui on a une machine qui fonctionne vraiment pas mal. Personnellement, le modèle ici, j'ai changé le firmware parce que 3D Electroshop m'a conseillé de le faire pour profiter de l'équilibrage automatique des deux axes Z et de la synchronisation via les drivers. Ça impliquait deux choses: inverser les deux connectiques des deux axes Z sur les fiches des moteurs et faire une mise à jour du firmware pour le dernier firmware de Luke Harrison sur son GitHub. Voilà, donc c'est une procédure qui en tout et pour tout m'a pris 5 minutes, d'autant que la mise à jour firmware sur ce genre de machine, il suffit de mettre un fichier sur la carte SD, sur la machine et sur l'écran, de booter la machine et ça se fait tout seul. Donc globalement, je suis vraiment satisfait de cette machine, je pense que c'est une très belle réussite. Les quelques petits points qui peuvent me chagriner ci et là, c'est vraiment une affaire de goût. C'est pas quelque chose qui va vraiment handicaper à la fois tous les utilisateurs et la machine en elle-même. Si j'ai un dernier petit reproche à faire à la machine, ce serait plutôt au niveau du H2, donc l'extrudeur. Au niveau du levier, déjà j'aurais trouvé plus logique qu'on le pousse et pas qu'on le tire pour déverrouiller les engrenages. Et j'aurais aussi aimé qu'on puisse régler la tension appliquée au filament. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette BQ-BX. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette BQ-BX. Donc, je vous rappelle qu'elle m'a été confiée par 3D Electroshop, qui est aujourd'hui le seul importateur des imprimantes BuyQ en France, et qui propose un SAV, un suivi vraiment au top. Si vraiment vous avez un souci sur la machine, des questions, vous pouvez les contacter, il n'y a vraiment aucun souci, ils seront un plaisir de vous renseigner. En bas de la description, je vous mets un lien vers la fiche produit, et puis également sur la vidéo de 3D Electroshop pour voir le contenu de la boîte, l'assemblage, et puis les quelques détails d'entretien et de configuration initiale de la machine. Je vous dis au revoir, à très bientôt.